Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, comme convenu, un petit commentaire sur les élections présidentielles 2017, en compagnie de mon ami Maurice Gendre. Bonjour à tous. La guest star du jour, parce que c'est toujours plus drôle d'être deux pour refaire le match. Toujours plus sympa que tout seul. Donc on va attaquer tout de suite. Et fidèle à ma méthode, je vous ai préparé plein de petites ardoises avec des chiffres dessus. Et ce que je vous propose, c'est qu'avec Maurice, on va vous commenter donc les études d'opinion, les enquêtes d'opinion qui ont été faites pour essayer de comprendre un peu qui a voté quoi pendant ces élections, et si on peut en déduire quelque chose politiquement. Alors, d'abord, je voudrais faire une note de contexte, un rappel qu'il est très important qu'on ait tous en tête quand on va étudier les résultats de ces élections. Ce rappel, c'est que je vais vous présenter, par exemple, des résultats par classe sociale, des résultats par niveau de revenu, des résultats par âge. Il ne faut pas oublier que même si vous aurez une ligne pour les 18-24 ans et une autre pour les plus de 65 ans, ces deux lignes n'ont absolument pas le même poids dans la société française d'aujourd'hui. Donc il faut garder en tête qu'on parle d'un corps électoral tout à fait atypique, en particulier dans sa structure d'âge. C'est le premier point que je voudrais relever. Voilà d'abord l'abstention par âge. Je vous ai relevé quelques tranches d'âge qui donnent une idée de la situation générale. Vous voyez que au premier tour, chez les 18-24, l'abstention était de 29%, et au deuxième tour de 34%. Vous voyez que chez les 35-49, l'abstention était de 26% au deuxième tour, donc moins élevé que chez les 18-24, et de 27% au deuxième tour. Vous voyez d'ailleurs au passage que le taux d'abstention a été beaucoup plus progressé, visiblement, chez les 18-24 que chez les 35-49 entre les deux tours. Et puis, chez les plus de 72 ans, l'abstention a été de 12% seulement au premier tour et de 18% au deuxième tour. Vous voyez que chez les plus de 70, l'évolution de l'abstention a ressemblé finalement plutôt à ce qui s'est passé chez les jeunes, alors que on a quelque chose de différent au niveau des 35-49. On analysera après en détail pourquoi. La raison principale, c'est que chez les 35-49, il y a beaucoup plus d'électeurs Le Pen. Donc beaucoup moins de gens qui avaient envie de s'abstenir. Et il faut se souvenir que tout ça, ça concerne un corps électoral dont l'âge médian avoisine maintenant 50 ans. Et en plus, comme on le voit, en gros, plus les gens sont vieux, moins ils s'abstiennent. Donc ça veut dire que vous avez la moitié des électeurs français qui ont plus de 50 ans, et ceux qui ont nettement plus de 50 ans votent beaucoup plus que ceux qui sont plus jeunes. Alors je n'ai pas le chiffre sur l'âge moyen des exprimés dans cette élection, ni même sur celui d'ailleurs des inscrits spécifiquement sur cette élection. 50 ans, c'est une évaluation qui avait été faite sur la base de la population française. Tout le monde n'est pas inscrit sur les listes électorales, mais je ne serais pas surpris qu'on ait un âge moyen de l'électeur qui s'est exprimé dans ces élections vers 55 ans. Voilà, ça c'était une remarque préalable. Maurice, je pense que tu ne me contrediras pas si je dis que ça explique beaucoup de choses. Oui, ça explique beaucoup de choses. Ouais. Je crois que... Voilà. Sur le principal. On est un pays de vieux, un peu en train de crever, un peu en train de transformer en mouroir. Mais c'est pas grave, on a le moral. Hein. On va faire avec. Pas de choix de toute façon. Ah, la vie est belle, allez. Alors... comment maintenant on peut regarder d'autres paramètres quand même plus en détail, et d'abord on va regarder un peu
le premier tour. Donc, une remarque d'abord sur le premier tour. On a une statistique très intéressante sur le moment du choix. Alors vous voyez, j'ai mis en colonne Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Et on a le moment où les gens ont choisi. Donc plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, plusieurs jours à l'avance ou au dernier moment. Et alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qui est très frappant, c'est le contraste entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le Pen part avec une très forte proportion de gens qui avaient choisi plusieurs mois à l'avance. Sur les gens qui avaient choisi plusieurs mois à l'avance, 31% voulaient voter Marine Le Pen. Mélenchon part beaucoup plus bas, 16%. En revanche, ensuite, quand il s'agit de savoir qu'est-ce qu'ont voté les gens qui ont décidé quelques semaines ou quelques jours à l'avance, vous voyez que Le Pen a un gros trou d'air. Elle tombe à 10% seulement, alors qu'on va trouver Mélenchon à 27% plusieurs semaines à l'avance. Et même encore 21% plusieurs jours à l'avance, c'est pas mal. Et puis on a un autre comportement assez différent, c'est celui qui va opposer Emmanuel Macron à François Fillon. Vous voyez que Emmanuel Macron part au niveau des électeurs qui se sont décidés plusieurs mois à l'avance avec seulement 20%. Plusieurs semaines ou plusieurs jours à l'avance, 31%, 29%. C'est l'effet de sa campagne. François Fillon part en avance sur Emmanuel Macron, il part avec 24%, décidé plusieurs mois à l'avance. Mais quand il s'agit de l'électorat qui s'est décidé plusieurs semaines ou plusieurs jours à l'avance, il est beaucoup plus bas, il est à 15% en semaine, à 11% seulement en jour. Il n'y a pas eu de rebond de François Fillon dans les derniers jours, c'est pour ça que personnellement d'ailleurs, j'ai été surpris par le résultat de cette élection. Je pensais que Fillon rebondirait dans les derniers jours, et bien ça n'a pas été le cas. Pareil. C'est comme ça. On pourra revenir dessus, parce que c'est intéressant. En revanche, on remarque une chose très intéressante. Au moment où Fillon ne rebondit pas dans les derniers jours, il y a un candidat qui fait une impressionnante percée, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Sur les gens qui se sont décidés dans les derniers jours, il fait 14%. On dirait que ce qui s'est passé, en fait, c'est que, écœuré par toutes les révélations diverses et variées sur Fillon, il y a une partie de l'électorat républicain qui s'est reportée sur Dupont-Aignan, en quelque sorte, dans une sorte de vote par défaut. Et ça explique pas mal de choses aussi sur le comportement ultérieur de l'électorat Dupont-Aignan entre les deux tours. C'est qu'en fait, il y a une partie de cet électorat qui n'était pas un vrai électorat Dupont-Aignan, qui était un électorat Fillon réfugié chez Dupont-Aignan. Donc moi, quand je vois ça, les conclusions que je tire, c'est d'abord, l'électorat FN, il y a une base extrêmement solide d'électeurs déterminés, probablement 5 ou 6 millions d'électeurs FN. Ce sont des gens, à moins que le Front National fasse n'importe quoi, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs dans les mois qui viennent, ils vont continuer à voter FN tout le temps. Ça rappelle un peu l'électorat consolidé du PCF jusqu'à la fin des années 70. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, effectivement. Un électorat très discipliné, qui ne change pas d'avis, qui, au fur et à mesure des élections, d'ailleurs, se sent renforcé dans ses convictions. Et donc, comme je le disais, de façon très disciplinée, à chaque élection, chaque suffrage va porter sa voix au Front National. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième constat, c'est que la campagne de Marine Le Pen a été inefficace. Pourquoi ça, on pourra en parler longuement. L'analyse est difficile, mais ce qui est sûr, c'est que
c'est au niveau de la campagne que Jean-Luc Mélenchon a refait une grande partie de son retard sur Marine Le Pen. Autre constat, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est un peu le contraire de l'électorat de Le Pen. Il est peu figé, peu solide. Très volatile, et il s'est beaucoup décidé au dernier moment. Hein. On a quand même, au niveau des gens qui se sont décidés au tout dernier moment, enfin, disons dans les derniers jours, 29% sur Macron, et 23% seulement au dernier moment. Au dernier moment, il y a eu beaucoup de Dupont-Aignan quand même. Hein. C'est là qu'on retrouve cet électorat volatile qui s'est réfugié chez lui. Donc en résumé, au niveau des forces structurelles de l'électorat stable, on a l'impression c'est qu'on a une France qui est quand même majoritairement Fillon, Dupont-Aignan, Le Pen, puisque si on prend les gens qui se sont décidés depuis plusieurs mois et qu'on somme Fillon, Dupont-Aignan et Le Pen, on est à 57%. Alors que si on somme Mélenchon, Hamon et Macron, on est à 41%. Il nous manque 2% qui vont se perdre sur des petits candidats. Mais on ne retrouve pas ça, comme on l'a vu, au niveau de l'élection, puisque au niveau du résultat dans l'élection, on a trouvé Marine Le Pen plus Dupont-Aignan plus Fillon à 47%, c'est-à-dire 10 points en dessous de leur électorat consolidé. Donc la sensation générale que j'ai, moi, c'est que, en fait, au niveau des Français qui sont politisés, il y a une majorité, on va dire, plutôt entre guillemets de droite, si on considère que le Front National est à droite, ce qui est un grand débat, mais on va le classer comme ça. Ce qui est tout à fait discutable. Ce qui est tout à fait discutable. Mais après, ça ne se retrouve pas au niveau des résultats finaux électoraux, parce que l'électorat faiblement politisé, soit par nature est plus réticent par rapport à des programmes de rupture, soit aussi probablement est plus sensible à des campagnes qui ont été dans l'ensemble mieux faites par les candidats, on va dire, boostés par les médias, boostés par le système. Donc ça, moi, c'est la je pense qu'il y a un élément aussi sur l'électorat Macron qui se décide dans les derniers jours ou les dernières semaines. C'est tout simplement il a bénéficié d'un vote utile en fait d'électeurs historiques du PS, voyant que Hamon n'avait rigoureusement aucune chance, se sont portés sur lui par défaut. Donc évidemment il y a eu un vote Macron par défaut au second tour, donc ça c'est très facile à voir et étudier, mais même dès le premier en fait. Oui, probablement. Même dès le premier tour. En fait, beaucoup de gens se seraient portés peut-être sur un candidat socialiste classique, choisi par Solferino, ou disons après la primaire, si ce candidat avait eu plus de chances de l'emporter que Hamon. Donc il a bénéficié de cet effet-là aussi. C'est clair que l'élection de Hamon, pour moi, il y a eu deux moments où Macron a été élu. Le premier, c'est le ralliement de Bayrou. Oui, il a gagné au moins 4 points. Et le deuxième, c'est la plantade gigantesque et magnifique de Benoît Hamon et les trahisons en série avec le mec qui s'est baladé pendant 2 mois avec une collection de couteaux plantés dans le dos. Avec la dernière en date qui était celle de Valls d'ailleurs. Oui, ça on en parlera parce que c'est quand même un bon moment. En fait, il a bénéficié d'un alignement des planètes tout au long de la campagne. Bon, évidemment, il y a des gens qui lui ont aligné les planètes. Il a bénéficié d'un candidat de la droite et du centre, alors très abusivement qualifié de très à droite, ou de très conservateur, ce qui était une blague dans tous les sens du terme. Et il a bénéficié d'un électeur tout aussi abusivement qualifié de très à gauche pour le PS. Donc évidemment, un couloir central s'est présenté devant lui dans lequel il a pu s'engouffrer. Moi, ça m'a fait penser à une action de football américain. C'est avec, en gros... le quarterback qui file... en gros, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, si tu veux, quand tu as une ligne de défense au football américain, si tu as 3 joueurs pour percer la ligne,
t'en as deux qui vont attaquer la ligne de défense, un pour pousser un type vers la gauche, l'autre pour pousser un type vers la droite, ça ouvre un espace et effectivement le running back ou le quarterback va s'engager dedans, tu vois. Mais ça m'a fait penser à ça. C'est avec dans le rôle en gros des pousseurs sur les côtés, manifestement les gens qui ont dégagé Valls. Alors je sais pas qui c'est exactement. Je pense qu'il y a des gens qui ont dégagé Valls parce qu'ils haïssaient Valls, sans réfléchir qu'en réalité, il aurait été beaucoup plus malin d'envoyer Valls dans les pattes de Macron, et réciproquement. Comme d'ailleurs pour les électeurs conservateurs qui se sont déplacés à la primaire de droite, ils auraient presque eu... la bonne idée aurait presque été de placer Juppé. Moi j'ai été surpris quand ils ont envoyé Fillon parce qu'il n'était pas programmé. Il booste au dernier moment. On ne lui a pas intimé l'ordre de se retirer, ce qui laisse à penser que les vrais réseaux qui structurent le truc en profondeur ont décidé que c'était pas si gênant que ça qu'il soit là. Alors après, on saura jamais le fin mot de l'histoire, mais enfin, c'était assez bizarre. Je pense qu'il y avait une partie tout simplement de l'électorat de droite qui ne voulait plus entendre parler de gens comme Juppé ou Sarkozy. Oui, ça a joué un rôle aussi. Donc il y avait un tel rejet de l'ancien président de la République et de l'ancien Premier ministre que Fillon a su capitaliser et a pu capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que tous les anti-sarkozystes... qui ne voulait pas se reporter sur Juppé parce que trop centriste, trop européiste, etc., trop dans l'identité heureuse, enfin, on va dire, un espèce d'irénisme délirant, se sont portés sur Sarkozy, et ceux qui détestaient Juppé mais ne voulaient pas apporter leur suffrage à Sarkozy se sont reportés là aussi sur Fillon. Donc Fillon, en fait, a gagné sur les deux tableaux. Il a capitalisé sur l'anti-sarkozysme et l'anti-juppéisme. Oui. En fait, il a été élu par déjà des gens qui avaient 70 ans en moyenne. Et puis, il a été élu sur un programme de régression sociale. Très clairement, oui. Et puis, Juppé et Sarko, c'est sûr que ça faisait pas envie. Donc. Enfin, quoi qu'il en soit, on va continuer notre petite analyse des éléments chiffrés. Et on va regarder un petit peu maintenant comment se sont reportés entre 2012 et 2017 les électeurs. Alors, la première chose qui frappe, c'est, évidemment, moi, la grande question que je me suis posée, c'est Mélenchon. Mélenchon, comment expliquer la poussée de Mélenchon? Est-ce qu'il est allé rechercher une partie de l'électorat ouvrier de Le Pen? Et les petits employés. Eh bien, la réponse est non. C'est pas comme ça que ça s'est fait, en tout cas si on en croit la société Steria. Les électeurs de Le Pen en 2012, on ne va les retrouver qu'à hauteur de 3% sur Mélenchon en 2017. Par contre, qu'est-ce qui se passe qui fait que Jean-Luc Mélenchon effectivement élargit sa base, et on verra plus loin quand on fera l'analyse que l'époque où on disait Mélenchon, c'est en gros les intellos précaires, les étudiants, le petit fonctionnariat, c'est terminé. Maintenant, il touche vraiment les couches populaires. C'est que les électeurs François Hollande des couches populaires, il y en avait encore en 2012, ils ont filé en bloc vers Jean-Luc Mélenchon. En gros, si on prend le François Hollande de 2012, 24% sont allés sur Mélenchon. Je pense que c'est clair, c'est les couches populaires qui votaient PS. Il en est resté 15% au milieu chez Benoît Hamon. Donc vraiment pas grand-chose. Et toute la classe moyenne PS, 47% de l'électorat de François Hollande, est allé voter Emmanuel Macron. Alors ça relativise un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la performance de Mélenchon en campagne. Je pense aussi que ce qui s'est passé, ce qui explique qu'il ait réussi une campagne aussi brillante, avec un élan réel,
c'est que d'un seul coup, il s'est trouvé avec un énorme territoire à conquérir. Enfin, qu'il avait qu'à ramasser d'ailleurs. Qu'il avait qu'à ramasser. En fait, il a bénéficié lui aussi d'un vote utile. Il est devenu au bout d'un moment le vote utile à gauche. Oui. Pour ceux qui ne voulaient pas tomber dans la candidature centro-oligarchique et centro-plutocratique que représentait Macron, ils se sont portés sur Mélenchon, voyant bien que la candidature Hamon était vouée à l'échec. Oui, c'est clair. C'est clair. En fait, c'est beaucoup des mécanismes de vote utile qui ont expliqué les résultats. C'est intéressant aussi de voir ce que sont devenus les électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012. Donc, il y en a quand même 17% qui se sont portés chez Emmanuel Macron. C'est quand même pas mal. Mais Fillon en a gardé 59%. Fillon n'a pas tant perdu que ça, finalement, chez Sarkozy, malgré la campagne désastreuse dans laquelle il a été enfermé. Qu'est-ce qui explique le gros succès de Macron? Eh bien, c'est Bayrou. Les électeurs de François Bayrou en 2012, on va en retrouver 43% chez Emmanuel Macron, contre seulement 22% chez François Fillon. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui a fabriqué le macronisme? C'est la convergence de la moitié ou presque, on va dire, la plus gaucho-compatible de l'électorat de Bayrou, avec la moitié ou presque, on va dire, le plus droito-compatible de l'électorat François Hollande. C'est comme ça que ça a été fabriqué. C'est le candidat de synthèse. C'est le candidat de synthèse, exactement. Bon, je crois que c'est clair. Je pense pas que les mouvements sont extrêmement clairs. Alors, ça nous donne quoi en termes de structure de sexe et d'âge? Donc, voilà la répartition homme-femme et puis par tranche d'âge, suivant les candidats. Alors, c'est assez classique, assez prévisible. Les femmes votent de façon plus centriste. On va trouver un électorat qui est majoritairement féminin chez Benoît Hamon, Emmanuel Macron et François Fillon. Et les hommes votent plus aux extrêmes. On va trouver un électorat majoritairement masculin chez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Classique. Je refuserai tout commentaire désobligeant. Mais si, Maurice, vas-y, exprime-toi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Non, tu veux pas un petit commentaire? Non. Bon. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça. On peut remarquer une chose en passant qui, je dois dire, personnellement, m'a étonné. Apparemment, si on en croit la société Steria, l'électorat le plus féminin, c'est Benoît Hamon et pas Emmanuel Macron. Je dois dire que le look des deux hommes ne me laissait pas attendre ce résultat-là. Mais bon, il faut s'y faire. Paraît-il, les 2/3 pratiquement des électeurs de Benoît Hamon sont des électrices. D'accord. Enfin, peut-être il faut voir aussi les problèmes d'échantillons. C'est un sondage. Il a passé un accord avec LV, avec Jadot. Ah oui. Oui, c'est vrai. Donc il y a toute cette frange de l'électorat d'Europe Écologie Les Verts, gaucho-féministe, on va dire, ouais, qui s'est porté vers lui. Oui, c'est vrai. Ça a dû jouer un rôle. Ensuite, au niveau de la structure d'âge, alors là aussi, c'est du grand classique. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est simple. Plus on est jeune, plus on vote Mélenchon. 30% chez les 18-24 ans, 12% chez les plus de 70 ans. Marine Le Pen, c'est un peu plus compliqué. Elle fait des scores élevés, en fait, chez les actifs. En gros, les scores importants de Marine Le Pen, c'est chez les gens qui ont entre 25 et 60 ans. Là, elle est au-dessus de sa moyenne. Elle est en dessous de sa moyenne chez les plus de 60 ans.
très en dessous de sa moyenne chez les 70 ans et plus, où elle tombe à 15%, et elle est légèrement en dessous de sa moyenne, ou à peine à sa moyenne, sur les 18-24. Donc là, je crois que c'est assez simple, en fait, ce qui se passe, c'est que... C'est un vote d'actif, déjà. Ouais, c'est un vote d'actif. En fait, c'est... Pour moi, ce qui s'esquisse au premier tour, déjà, c'est une opposition entre une France des actifs, qui est Le Pen, et un peu Mélenchon aussi. Mélenchon, ouais. Et face à une France des retraités. Ouais. Face à une France des retraités. Des pépi boomers. Voilà, c'est-à-dire que le discours officiel sur oui, en votant Macron, les Français ont choisi, comme paraît-il, vient de le dire notre glorieux président, l'esprit de conquête. C'est ce qu'il a dit. Hein. Contre l'esprit de défaite. C'est ça doit être ça, un truc dans ce goût-là. C'est un gros pipeau. La réalité, c'est que si on regarde la structure des âges, en fait, Macron est quand même moins un candidat de vieux que Fillon. Fillon, c'est extraordinaire. 9% chez les 18-24, 34% chez les 70 ans et plus. Mais je pensais que c'était même moins que ça chez les 18-24. Il me semble avoir vu une étude où chez les 18-24, Fillon ne faisait que 2%. Alors, il faut préciser quand même, l'étude là en question, c'est une étude de la société Steria, sur 4700 sondés. Oui, dans un échantillon assez large, mais pas suffisamment. Il faut voir que quand on tombe à l'électorat de Fillon, c'est 20% des exprimés, donc plus ou moins 15% de l'échantillon. Donc 15% de 4700, il se retrouve sur 600 à peu près, quelque chose comme ça. La marge d'erreur commence à devenir importante. Il ne faut peut-être pas surinterpréter les chiffres, effectivement. Enfin, quand même, des tendances aussi nettes, là, ça fait pas... Les Républicains sont de facto un groupe de pression, un lobby du 3e et du 4e âge. Clairement. D'ailleurs, c'est ce parti-là, alors est-ce qu'il va imploser dans les prochaines semaines, d'ici les législatives, après les législatives. C'est bon, il suffit de se rapporter à quelques anecdotes qui ont été narrées par la propagandosphère, notamment les accrochages apparemment assez amusants entre Châtel et Fenech, où ils ont failli en venir aux mains. Donc il y a quand même des tensions extrêmement fortes au sein de ce parti. Mais toujours est-il que si on s'en fie aux chiffres que tu nous donnes, c'est très clairement aujourd'hui un parti qui représente une catégorie très identifiable de la population, les personnes âgées, les plus de 65 ans. Alors, en grande partie, bon, parce que s'il n'avait pas cet électorat-là, il disparaîtrait quasiment. Quasiment du paysage. Alors, on va le retrouver d'ailleurs assez nettement dans la répartition par profession. Alors, Jean-Luc Mélenchon, son point fort, c'est les ouvriers maintenant, 24%. Eh oui. Jean-Luc Mélenchon refonde une gauche radicale crédible devant les ouvriers et assez crédible devant les employés, 22%. Son point faible, pardon. Et c'est amplement mérité. Et c'est mérité. Au vu de la campagne, c'est amplement mérité. Quand on fait une bonne campagne et qu'on a un discours structuré et cohérent, et ben ça paye. Voilà. Les retraités, en revanche, ne sont que 12% à se rallier à Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, c'est évidemment l'effet repoussoir du Frexit. Oui, ou de la renégociation des traités. D'une manière générale. Enfin, tout ce qui se rapproche de près ou de loin au Frexit, effectivement, ou à disons une remise en cause radicale de la construction européenne telle qu'elle va, crée immédiatement une panique chez les plus de 65 ans. Ça, c'est clair. C'est clair. Marine Le Pen, donc, reste, cela dit, la candidate numéro 1 chez les ouvriers et les employés. Elle reste devant Mélenchon. 37% quand même chez les ouvriers. 32% chez les employés. Pardon ? Oui, j'allais dire, en fait, elle est toujours devant Mélenchon pour une seule et unique raison, finalement. C'est qu'elle tient le discours à peu près de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des institutions de l'Union européenne, et surtout, elle aborde un sujet que Mélenchon se refuse d'aborder, qui est l'immigration, le phénomène migratoire. Et son vote consolidé
est très largement due à son discours sur l'immigration. Clairement. Ce qui le prouve bien d'ailleurs, c'est que quel est le dénominateur commun entre l'électorat frontiste du Vaucluse et l'électorat frontiste des Nains-Beaumont, c'est le fait migratoire. Je dirais que c'est le point commun de tous les électorats frontistes. Voilà. Ouais, disons que la situation est un peu plus compliquée que ça, à mon avis, parce que c'est le point commun, c'est le seul point commun entre l'encadrement frontiste du Nord et du Sud. Mais au niveau de l'électorat, il ne faut pas oublier que l'électorat frontiste du Sud est un électorat populaire en grande partie. Il y a aussi un électorat populaire, oui, de petits exploitants agricoles, d'ouvriers agricoles, notamment dans le Vaucluse. Surtout, ce qui se passe, c'est que tu as une région où tu as une très importante, toute petite classe moyenne, si tu veux, qui sont pas vraiment des gens de la classe moyenne, mais qui se vivent comme des gens de la classe moyenne, avec un très important, un poids très important de l'habitat, on va dire, résidence, comment dire, des lotissements bas de gamme, si tu veux. C'est un phénomène spécifique. Il y a un copain qui passe, salut. C'est toi. C'est un phénomène spécifique au Vaucluse, je pense d'ailleurs, qui n'existe pas, enfin, c'est vraiment particulier. Et tu peux pas dire en gros que ces gens-là n'ont aucun rapport en termes de ressenti de classe, de ressenti de couche de revenus, etc., par rapport à ce qui peut exister dans le Pas-de-Calais. Non, dire qu'il n'y en a aucun, évidemment, ça serait aller trop vite. Mais je pense qu'effectivement, si on cherchait le plus petit dénominateur commun entre quasiment tous les électorats frontistes, c'est-à-dire celui du Nord, de l'Est, du Nord-Est et celui du Sud-Est, on trouverait la question migratoire. C'est sûr. C'est le point qui, pour l'instant, fait que Mélenchon, même si maintenant... Lui aussi connaît son plafond de verre. connaît aussi son plafond de verre, voilà. Ce qui d'ailleurs devrait donner matière à réflexion, à mon avis, aux stratèges du Front National, parce que ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon, ici, parvient à faire bouger un peu la gauche radicale sur la question de l'immigration, ça peut aller, à mon avis, très très vite. Il peut y avoir des mouvements très rapides qui peuvent s'enclencher. Le Grand Orient de France veille. Le Grand Orient de France veille. La question, c'est que lui réserve le Grand Orient de France. Que lui réserve le Grand Orient de France, tu vois. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, des deux côtés là, de l'échiquier, il y a des électorats pour eux. Il est difficile de ne pas remarquer quand même une certaine ressemblance. Je crois que c'est Guy Lui qui a dit d'ailleurs que l'électorat de Mélenchon était composé au moins de 3 électorats. Alors un électorat donc d'universitaires un peu précarisés, oui voilà, de jeunes intellectuels précarisés, une partie donc des bobos des centres-villes, des métropoles mondialisées, donc c'est-à-dire cet électorat des métropoles mondialisées qui se refusent quand même à voter Macron, parce qu'ils ont quand même un attachement à la question sociale, et enfin le troisième électorat qui correspond finalement un peu à celui de l'ancien PCF. Et d'ailleurs, c'est cette partie de l'électorat Mélenchon, ce troisième tiers, qui s'est le plus reporté sur Marine Le Pen au second tour. Oui, c'est ça. On va le voir très clairement quand on regardera les reports tout à l'heure. C'est vrai que Mélenchon fait quand même 19% apparemment chez les cadres. Oui, donc c'est cette population des métropoles mondialisées. Oui. Il n'y a que Marine Le Pen qui est à ce point typée. C'est l'électorat de Marine Le Pen est typé classe populaire beaucoup plus nettement que celui de Mélenchon. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est que si François Fillon a quand même réussi à presque aller au deuxième tour et donc être élu, parce que s'il était allé au deuxième tour, je pense qu'il aurait probablement gagné, à mon avis. Il lui manquait 400 000 voix pour être au deuxième tour. C'est parce que il a quand même fait 36% chez les retraités. Et par contre, ce qu'il a plombé, c'est que, évidemment, vu son programme, il a fait glorieusement 5% chez les ouvriers et 8% chez les employés. Maintenant, ce qui est déjà très cher payé. On connaît le taux exact de masochistes chez les ouvriers et les employés. C'est intéressant.
Il y a quand même eu 16% d'ouvriers et 19% d'employés pour voter pour Emmanuel Macron. Alors eux, c'est pas des masochistes, mais j'espère pour eux qu'ils vont vite s'y convertir, parce que mon opinion personnelle est que ça leur sera bien utile d'être un peu maso dans les années qui viennent. Voilà. De toute façon, le gravier va être fourni. Donc... Oh, tu deviens grave le Maurice. Le verre pilé plutôt. Le verre pilé, donc, si on analyse un petit peu plus précisément, au niveau du statut salarié ou à son compte ou chômeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que, en fait, chez les salariés, c'est-à-dire les gens qui ont un travail, Le Pen est devant Mélenchon, mais chez les chômeurs maintenant, Mélenchon est devant Le Pen. Alors là, moi j'ai une théorie, et je vais te la soumettre, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Je pense qu'il y a une catégorie sociale qui passe sous le radar des statistiques. C'est-à-dire que là, on nous parle des chômeurs comme d'un bloc homogène. Mais en fait, au sein des chômeurs, tu as des catégories assez différentes. Tu as des gens qui sont en transition entre deux boulots au chômage. Tu as des chômeurs de longue durée qui sont pas volontairement des chômeurs de longue durée. Les catégories A. Voilà. Et puis tu as une catégorie qu'aucune statistique ne cerne, puisque cette catégorie a pour principe d'essayer d'échapper aux statistiques. Ce sont ce que j'appelle moi les chômistes, c'est-à-dire des gens qui ont développé, on peut dire pratiquement un mode de vie original. En gros, les mecs passent par la case chômage, puis ils ont la case stage bidon, puis ils ont la case formation rémunérée, puis ils ont à nouveau la case chômage. Alors de temps en temps, quand même, ils font un petit détour par un CDD, parce que bon, il faut quand même donner un minimum le change. Mais en fait, je pense que tu as une partie de la population. J'ai une sorte de système D. Oui, de système D, un mélange de travail au noir, d'assistanat, de système D tous azimuts, et des gens finalement qui ont fini par trouver alors presque une sorte de modus vivendi avec le système, en quelque sorte, de façon originale, sur le thème. Bon, vous n'avez pas besoin de ma force de travail, c'est entendu. Et donc vous n'allez pas me payer cher, mais avec mes petites bricoles à gauche à droite, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir, quoi. Et je pense que c'est en partie ce qui explique le fait que Mélenchon soit devant Le Pen chez les chômeurs. Je pense que c'est souvent ces chômistes professionnels, en quelque sorte, qui votent surtout pour le candidat qui leur paraît être le plus susceptible de leur donner de l'assistance, en fait. Voilà. Ouais, la théorie est séduisante. Alors la seule chose qu'il faudrait qu'on ait, qui est impossible à avoir finalement, c'est combien ça représente en termes de population, quoi. Mais c'est justement en termes de nombre. Tu peux pas le cerner par les statistiques. Ouais, c'est diffus. Je le mentionne parce qu'une fois je l'avais dit dans une conférence, il y avait quelqu'un qui avait réagi en me disant mais justement on les voit pas dans les statistiques. Et ce que je voulais dire quand je disais que il y avait une partie du précariat qui allait plutôt vers Mélenchon plutôt que vers Le Pen. C'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que je le mentionne. Je pense par exemple, je serais curieux de savoir, à mon avis ça va être une étude assez intéressante à faire, mais je pense qu'un gros bataillon des intermittents du spectacle par exemple vote pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. Et peut-être dans une autre petite partie Hamon, mais je pense qu'aux dernières élections, ça a dû très largement se porter sur Jean-Luc Mélenchon. Ouais, très largement. Probablement, oui. Et finalement, une partie des intermittents du spectacle vivotent un peu comme tu le décris. Bon, ils sont là pour essayer d'avoir leur nombre d'heures annuelles, conserver donc leur statut qui est très particulier pour le calcul des acéliques. Donc peut-être que, par exemple, chez les intermittents du spectacle, on a clairement ce que tu décris comme comportement. Enfin, une partie d'entre eux. Je pense que c'est un bon exemple. Je pense assez massivement. Sinon, il y a une chose qui m'a frappé. Au niveau des salariés, vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, 23% chez les salariés du public et 20% chez les salariés du privé. L'époque, c'est pareil, où Mélenchon, c'était le candidat de la fonction publique, c'est plus tellement vrai.
Et symétriquement, on nous a présenté Emmanuel Macron comme le candidat des start-up, de la France qui innove, etc. Dans la réalité, il fait 25% dans les salariés du privé, 23% chez les salariés du public, et il ne fait que 24% chez les gens qui sont à leur compte. Oui, tout simplement parce qu'on a oublié une chose, c'est que parmi les salariés du privé, combien ça représente les salariés des start-up ? Rien. 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 La réalité du socle électoral d'Emmanuel Macron n'a pas grand-chose à voir avec la Start-up Nation qu'on nous raconte, en tout cas. Voilà. Alors, on a quelques grilles de lecture moins structurantes, mais qu'on peut mentionner. Ça peut être intéressant de regarder la religion. Donc si j'en crois la société Steria, alors le fait marquant du premier tour, c'est au niveau des catholiques pratiquants réguliers, le score de maréchal sud-américain de François Fillon, qui fait 51%. Ce qui, je dois dire, m'étonne un peu parce que Fillon n'avait pas la remise en cause de la loi Taubira dans son programme. Mais il avait Sens commun. Mais d'accord, mais ce que je comprends pas, si tu veux, c'est que quand tu regardes le programme de Fillon et le programme de Le Pen... Oui, Marine Le Pen, elle, voulait l'abrogation de la loi Taubira. Oui, et alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, sur cet électorat qu'il faut apparemment absolument séduire pour le Front National, c'est qu'il y a ce quant à soi petit bourgeois ou grand bourgeois qui fait qu'on ne se salit pas les mains en votant Front National. Comme tu le disais très bien hier, ces gens ne voteront jamais comme leur femme de ménage. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est tout simple, c'est ça. De toute façon, ces gens se trouveront toujours une bonne excuse pour ne pas voter pour Marine Le Pen, son père avant, peu importe qui sera le successeur. Il y a un vote de classe, clairement. Il y a un vote de classe, il y a... Bon, il faut dire aussi à leur décharge que François Fillon, c'était vraiment... une caricature de grands bourgeois catholiques français. Il était magnifique, je veux dire, je le mets pour Noël, quoi. Tu le mets sur ton étagère, ça fait riche. François est sur le côté. Mais... Alors bon, ils se trouveront toujours l'excuse. Un coup, ça sera l'euro. Le lendemain, ça sera... vous avez Sens commun. Enfin, ils ont Sens commun, vous ne les avez pas. D'ailleurs, le cocufiage de Sens commun est assez extraordinaire. 3 minutes après avoir appris qu'il n'était pas au second tour, François Fillon appelait à voter Emmanuel Macron. Oui, il y a un côté drôle même dans la façon dont les leaders de la droite classique... Voilà. Bon. Avec l'électorat droitard... c'est assez comique, je veux dire. C'est assez comique. Et en plus, il a ajouté quelques jours plus tard que sa défaite était liée à Sens commun. Alors que c'est quand même Sens commun qui l'a sauvé en organisant le rassemblement du Trocadéro. Donc en plus, ces gens-là font preuve d'une grande gratitude à l'égard de cet électorat qui leur est si fidèle et qui se fait systématiquement empapaouter par les caciques et les hiérarques du parti de la droite et du centre depuis des décennies, enfin depuis au moins 2-3 décennies. Il y a des moments, quand je regarde la vie politique française, je m'interroge sur le... Enfin, je veux dire, politique française et sodomie, à un moment, il va falloir se poser des questions, quoi. Je veux dire, c'est... Mais il y a aussi un autre truc, cela dit, dans ce tableau qui me paraît intéressant, c'est on observe que chez Jean-Luc Mélenchon, on trouve quand même un score très bon chez les 100 religions, 28%. Donc ça, à mon avis, ce ressaut de Mélenchon là-dedans, ça correspond tout simplement au bouffeur de curé. Ce qui pourrait à terme poser des problèmes, je pense, à Jean-Luc Mélenchon, parce que en même temps, il a fait un score plutôt élevé dans une catégorie que Steria a appelée les autres religions, où il a fait 23% également, comme Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est ces autres religions ? Bon, il doit y avoir quelques juifs, quelques protestants, quelques bouddhistes, mais enfin la grande masse... les musulmanes. C'est les musulmanes. Et donc il y a un petit problème, M. Mélenchon, potentiellement, à mon avis, entre son électorat bouffeur de curé et son électorat musulman. Ça va pas toujours être facile à ce niveau-là, s'il veut stabiliser quelque chose. Ça s'arrangera avec le maintien des allocations.
C'est malheureusement une clé possible. Sinon, on peut remarquer que Marine Le Pen fait un score d'après Steria de 15% dans les autres religions. Alors, si on admet que c'est peu de musulmans, parce que les musulmans n'ont pas dû voter beaucoup Marine Le Pen, dans le second tour, d'après une étude, 92% d'entre eux ont voté Macron. Voilà, bon. Donc au premier tour, elle a dû faire 4 ou 5 points, quelque chose comme ça, pas plus. 5 apparemment. 5, bon. Donc ces 15 points-là, Steria ne détaille pas de quelle religion il s'agit. Il n'y a pas de raison de penser que c'est les protestants. Les protestants ont voté à peu près comme les catholiques, à peu de choses près. Moi, je me demande pourquoi on nous a rien dit sur le vote juif. Je me suis posé la même question. Ça veut dire que le vote juif a-t-il été plus important que la moyenne nationale en faveur du Front National? C'est la question que je me pose. C'est la conclusion que j'en ai tirée, en fait. Le fameux tableau là que j'ai vu d'ailleurs, donc que les musulmans avaient voté à hauteur de 92% en faveur de Macron et seulement de 8 pour Marine Le Pen au second tour, je m'étais fait la réflexion, je fais où est passé l'électorat juif dans cette enquête, dans cette étude? Ils votent pas, apparemment. Ils votent pas. Ils n'existent plus. Bon. Peut-être que ça la foutrait mal si on apprenait qu'au-delà de vis-à-vis du CRIF et de la LICRA, ce serait embêtant de savoir que... Voilà, que Jakubovic s'énerve comme un malade sur le thème Marine va vous remettre dans les camps de concentration et qu'en pratique les autres ils votent plus FN que la moyenne que la moyenne nationale. Ouais. Ça se pourrait bien que ça soit leur problème. Alors, sinon, on peut s'intéresser aussi aux résultats suivant le niveau d'études. Donc là, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce tableau. Donc c'est pareil, là vous avez les candidats, là vous avez le niveau d'études, inférieur au bac, bac plus 2, bac plus 3 et au-dessus. La première chose qui m'a frappé, évidemment, c'est que c'est facile, hein, plus on a fait d'années d'études, moins on vote Le Pen. Ça c'est très net. 30% chez les gens qui n'ont pas le bac, 9% chez les bacs plus 3 et plus. Alors que c'est plus compliqué chez Mélenchon, c'est plus étal, il n'y a pas le même niveau, et on remarque que Mélenchon fait son meilleur score apparemment chez les bacs plus 2. Ça redescend à bac plus 3 et plus, et chez les gens qui sont en dessous du bac, il fait pas un très bon score, en fait, il fait un score inférieur à sa moyenne. Donc par contre, je suis certain que les bacs plus 3 et plus sont un électorat important de Macron, non? Alors, clairement, Macron, bac plus 3 et plus, 30%. Ouais, voilà. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde ça, que en fait, la société française se coupe suivant un certain nombre de critères, de règles, mais que sans doute un des éléments les plus structurants, c'est le niveau d'études. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Clairement, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est l'âge. L'âge, ouais. L'âge et le niveau d'études, je dirais, ces deux critères-là sont à mettre sur le même niveau que le niveau de revenu ou la classe sociale. Parce que le niveau d'études, qu'est-ce que ça implique concrètement? On est dans une société, en fait, si tu veux. Moi, je me dis de plus en plus, c'est une espèce de système qui tourne un peu en boucle sur lui-même. Et T'as un nœud de Möbius, ouais. Voilà, et ce système consiste de plus en plus, si tu veux, à fabriquer des superstructures qui donnent du boulot au bac plus 3 et plus, tout en mettant en concurrence avec des main-d'œuvre étrangères les bacs moins quelque chose. En fait, c'est vraiment un système où tu as une... C'est flagrant avec les travailleurs détachés. Ouais. Un système qui est le système de la mondialisation a tendance à couper les intérêts de la population en deux, vraiment, selon le niveau d'études. Et c'est ce qui ressort très nettement quand même de ce tableau, avec cette extraordinaire descente là, au niveau de l'électorat Le Pen, cette montée au niveau de l'électorat Macron, et là, c'est ce profil un peu
ce chiffre-là est très régulièrement mis en avant dans le discours dominant et dans la doxa pour présenter l'électorat du Front National comme un électorat sous-éduqué. On n'emploie jamais le mot inculte, mais c'est clairement l'idée qu'on va faire passer. Donc en fait, il y a un vrai... en fait, ces commentaires livrés de façon brute par BFM, France Inter, RTL... C'est un racisme de classe. Voilà, masque de plus en plus mal un mépris de classe qui est flagrant. Qui est de plus en plus net. Sinon, au niveau également de l'habitat, donc voilà les tableaux des votes suivant l'habitat. Donc on a rural, moins de 20 000 habitants, ville de 20 000 à 100 000 habitants, ville de plus de 100 000 habitants hors Paris, et puis Paris. Alors, ce qui frappe d'abord, c'est que Paris est vraiment plus en France. C'est-à-dire que... Comme Londres n'était plus au Grand Monde. Voilà, les résultats parisiens sont quand même très différents des résultats nationaux, avec une Marine Le Pen à 4%, et un total Hamon plus Macron plus Fillon à 60%. C'est-à-dire que Paris, c'est le dernier endroit en France qui reste inscrit finalement ou dans les partis traditionnels ou dans leurs tentatives de synthèse, quoi. Et finalement, quand on voit ces chiffres, on se dit que moi, je serais curieux de voir ce que donneraient les résultats du premier tour si simplement on enlevait, disons, Paris première couronne. Je suis pas sûr que l'ordre d'arrivée soit le même. À vérifier, mais en tout cas, ça doit faire un sacré trou dans l'électorat de Macron et aussi dans celui de Fillon. Je pense que non, au niveau de la banlieue lyonnaise, on ne doit pas être très loin de ça non plus, non? Alors là, le problème, c'est que Steria a isolé une catégorie, c'est les villes de plus de 100 000 habitants, ce qui fait qu'il mélange des villes moyennes de 100, 150 000 habitants avec des grandes métropoles de 300 000, 500 000, voire 1 million d'habitants. Or, c'est pas les mêmes comportements, et ça on ne le voit pas dans les statistiques. Enfin, on retrouve bien cette idée générale, effectivement, que la France périphérique, pour parler comme Christophe Guilluy, vote Macron à 21% dans le rural, 23% dans les petites villes, alors que la France d'en haut, à Paris, vote 29% pour Macron, quoi. On retrouve bien effectivement la ségrégation spatiale évoquée par Christophe Guilluy. Voilà. Ça, c'était sur le premier tour. Et pour en revenir à Guilluy, d'ailleurs, tout ce qu'on a décrypté là, c'est vraiment flagrant. Le caractère disparate au niveau des classes d'âge, des catégories socio-professionnelles, du niveau de revenus, des dispositions géographiques au sein du pays, du niveau d'éducation et de diplôme, on a vraiment des fractures françaises. Et vraiment flagrantes. Le pays est totalement morcelé, il est totalement fracturé. Pour moi, c'est la grande conclusion de cette élection présidentielle. Il n'y a pas de majorité possible en France. Non, il y a un émiettement complet du corps électoral. Parce qu'il y a tellement... Une sociologie explosée, en fait. Voilà. À jadis, tu avais une problématique qui surdéterminait les autres. Par exemple, dans la France des années 50, avec son PCF et sa SFIO... T'avais quand même clairement... Il y a encore une partie de la paysannerie à l'époque. Voilà. T'avais encore... Voilà, t'étais paysan, tu votais ça. T'étais ouvrier, tu votais ça. T'étais instituteur, tu votais ça. C'était... Il y avait quand même... Donc, ça rendait possible quand même la formation de blocs assez homogènes parce que la problématique de classe surdéterminait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est non. T'as la problématique de classe, t'as la problématique de positionnement par rapport à la question de l'euro. T'as la problématique migratoire, t'as la problématique de rapport entre les grandes métropoles et la ruralité. T'as toutes ces problématiques qui se combinent et qui finissent par, en s'entrecroisant, fabriquer une sorte de kaléidoscope où t'as des petits morceaux de France. De France. T'as la France de ceux qui sont ruraux. Plus les hyper-ruraux aussi, qui sont quasiment une catégorie dans la catégorie maintenant.
ce qu'on appelle l'hyper-ruralité, c'est-à-dire avec une disparition quasiment totale des services publics, de la médecine de proximité, des petits commerces, du bistrot du coin qui n'est plus, de la dernière école primaire qui a été fermée parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Donc c'est quasiment une catégorie dans la catégorie en fait. Et voilà, et donc à la fin, tu te retrouves avec des blocs de quelques pourcents qui vont plus ou moins essayer de s'agréger, mais en fait, tu peux rien faire de cohérent, quoi. Je veux dire, tu ne peux à la rigueur espérer coaliser une majorité que contre quelqu'un, mais jamais pour. En fait, il n'y a pas de. En fait, la France, pour moi, elle est plus gouvernable, quoi. Elle apparaît comme quasiment ingouvernable maintenant, après ce premier tour. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis en fait, c'est la traduction politique. Le premier tour est la traduction politique, en fait, comme je le disais, d'un éclatement du pays, en fait, dans ses profondeurs. Il n'y a même pas deux France irréconciliables, en fait. Il y a des France irréconciliables. Qui n'ont plus rien à se dire, en fait, qui n'ont plus rien à partager, quasiment. Bah, c'est sûr que... Mettons, si on admet, par exemple, qu'il y a, on va dire, comme axiologie à prendre en compte, on va dire, pour les métropoles ou pour la ruralité... Première axiologie, pour le Frexit ou contre le Frexit, deuxième pour la poursuite de l'immigration ou pour l'arrêt de l'immigration, troisième problème. Pour l'euro contre l'euro. Voilà, bon, etc. Voilà, pour trouver deux personnes qui vont être exactement sur la même ligne quand tu as 5 ou 6 critères qui interagissent, bah, tu te retrouves avec un éclatement complet du paysage politique. On est d'accord. Alors cela dit, il y a quand même eu un deuxième tour et il y a quand même eu un mec qui a été élu, puisque c'est le principe. Sur la présentation des résultats du deuxième tour, je voudrais d'abord reprendre un petit tableau que j'ai été pioché chez le blogueur Olivier Berruyer, qui est un tableau assez intéressant, qui est, je pense, le tableau synthétique le plus clair pour dire ce qui s'est vraiment passé au deuxième tour. C'est les résultats en pourcentage des majeurs. Puisque tu as quand même un peu moins de 10% des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Au deuxième tour, tu as énormément de gens qui ont voté blanc, nul ou qui se sont abstenus. Et qu'est-ce que ça donne au niveau donc, des majeurs? Emmanuel Macron, 40%, Marine Le Pen, 20%, blanc ou nul, 8%, abstention ou non inscrit, j'ai regroupé les deux catégories, 32%. Donc en gros, moi qu'est-ce que j'en déduis? Tu vas me dire si tu es d'accord. D'abord, il n'y a absolument pas de vague Macron, il n'y a pas d'adhésion à Macron. Il a en face de lui un candidat qui est puissamment repoussoir pour une partie de la population. Un épouvantail. Un épouvantail. Il y a 15-20% des gens qui sont allés voter Macron, en fait ils ont été votés contre Le Pen. Au moins. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne lui reste là que 20 ou 25% de la population qui a vraiment adhéré à son projet. Et encore, comme on le disait tout à l'heure, même ça c'est discutable, puisqu'il a bénéficié, lui aussi comme Mélenchon, mais pour une autre raison, d'un vote utile à gauche des anciens électeurs PS qui ne se retrouvaient pas dans le programme de Hamon. Oui. Donc ils ont voté pour lui aussi par défaut. Donc avec tout ça, c'est un président mal élu. Très mal élu. Très mal élu. Marine Le Pen, 20%. Alors ça, pour Marine Le Pen, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. La bonne nouvelle pour Marine Le Pen, c'est que au deuxième tour, elle fait près de 11 millions de voix. 10 600 000 exactement. Voilà. Jusque-là, on pensait généralement, il y avait eu des études, on pensait qu'il y avait une sorte de plafond de verre pour le FN vers 8-9 millions. Clairement, elle a crevé ce plafond-là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans l'absolu, en quelque sorte, pour un parti classé à l'extrême droite, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, mais bon, qui est quand même classé à l'extrême droite par qui n'est pas une catégorisation politique sérieuse, d'ailleurs. Non, mais qui est une catégorisation redoutable sur le plan de l'impact sur psychologique. 20% des majeurs, aux 10 600 000 voix, c'est un exploit. Là, le verre à moitié vide, c'est qu'en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on est dans un contexte où pratiquement tout est réuni pour que Marine Le Pen fasse le score le plus élevé possible. Il y a eu des attentats, il y a eu une crise économique, un tsunami migratoire. La classe politique a atteint un degré de déconsidération qui est assez inédit, je pense.
Et même comme ça, 34%. 34% des exprimés, 20% des majeurs. Donc au bout du bout, on voit que clairement, enfin moi c'est la conclusion que j'en tire, le Front National tel qu'il est, avec la capacité qu'il a aujourd'hui à influencer ou pas la société française, avec la crédibilité qu'il a aujourd'hui, ne peut pas espérer arriver au pouvoir. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, il va falloir faire quelque chose, il va falloir changer la donne si ce parti espère un jour vraiment arriver aux responsabilités, et surtout pouvoir s'y maintenir éventuellement et faire quelque chose. Parce que là, dans la configuration actuelle, c'est pas la peine, quoi. Non. Alors il y a deux éléments importants quand même. C'est, tu l'as rappelé, donc c'est ces 10 600 000 personnes. Donc elle a gagné 3 600 000 électeurs entre les deux tours. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a fait 7 millions de voix au premier. Un peu plus, je crois. 3, voilà. Donc en gros, elle a gagné 3 millions de personnes. Donc ça veut dire que parmi ces 10 600 000 personnes, évidemment, de nombreuses personnes ont voté pour la première fois de leur vie Front National. Probablement. Donc ils ont fait sauter un verrou psychologique. Probablement. C'est ce qui s'appelle transgresser un tabou. Puisque le surmoi politiquement correct est extrêmement fort dans notre pays autour de la question du Front National, en fait des gens ont pour la première fois transgressé ce tabou le 7 mai dernier. Donc ça c'est un premier point positif pour eux. Le deuxième, alors même si ça n'a pas eu l'effet escompté sur un plan comptable, mais qui là aussi a fait sauter un verrou psychologique, c'est le partenariat avec DLF et avec Dupont-Aignan. Je sais pas. Je pense que là, on s'exagère beaucoup l'impact que ça peut avoir. En fait, un parti dit classique, pour la première fois, en fait, a refusé ce cordon sanitaire autour du Front National et a appelé à voter pour la candidate du FN au second tour. Oui, mais c'est DLF, si tu veux. Alors c'est DLF, je suis d'accord. Je dirais que c'est une grosse cabine téléphonique, en fait. C'est une grosse cabine, mais c'est une cabine. Mais là, je parle sur l'impact psychologique de la chose, c'est-à-dire ce que ça implique. Peut-être. On verra. Moi, je suis assez dubitatif, je dois dire. J'ai plutôt l'impression, en fait, qu'à cause du débat raté, ah oui, parce que elle a complètement foiré son débat, Marine Le Pen, moi je l'ai trouvé, enfin j'ai pas regardé en détail, j'ai pas suivi la campagne en détail, parce que ça me saoule, je veux dire, ça n'a en tout cas d'intérêt. Mais pour ce que j'en ai vu, je l'ai trouvé effectivement plutôt bonne en meeting, pas trop mauvaise devant des journalistes, mais alors en débat très 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 moyenne, pas du tout au niveau. Alors j'ai pas regardé le débat de l'entre-deux tours. Moi j'en ai regardé. Pour une raison, je vais être très honnête, il y avait AS Monaco Juventus ce jour-là. C'était une très bonne raison de ne pas regarder ce débat et de m'infliger ça. Et bien m'en a pris le résultat. C'est beaucoup mieux. D'ailleurs j'avais un très mauvais pressentiment. Contrairement à beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait dépecer par Marine Le Pen. Et d'ailleurs, croire ça, c'était ne pas avoir tiré les conclusions qui s'imposaient du premier débat à 5 avant le premier tour. Où, à titre personnel, j'étais persuadé qu'on en serait débarrassé après cette soirée-là. Je m'étais dit, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen vont dégonfler la baudruche Macron, on va en finir enfin avec cette bulle spéculative. Pas du tout. Ce soir-là, il avait été bon. Il avait même mis les rieurs de son côté. Il avait fait certains traits d'humour. Il avait même réussi à retourner les critiques contre lui. Et donc, en ayant vu ça lors de ce débat à 5 avant le premier tour, je m'étais dit non, elle ne va pas le dévorer ce soir-là, c'est pas vrai. Elle va peut-être l'emporter, mais elle ne le dévorera pas. Non seulement elle l'a pas dévoré, mais elle l'a perdu, largement perdu. Donc, là, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais, donc, je n'ai pas suivi le débat de l'entre-deux tours, mais en tout cas ce que j'avais pu voir, c'est que déjà les deux débats qui avaient eu lieu avant le premier tour, elle avait été moyenne, voire très moyenne. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui lui avait coûté la première place. Pour moi, il y a deux problèmes, si tu veux. D'abord le fait que, en tant que personne, Marine Le Pen, qui est par ailleurs quelqu'un de très sympathique, n'a pas une personnalité de bon débatteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité beaucoup d'énergie. C'est pas un vieux crocodile qui va rester silencieux pendant 30 secondes. Comme c'est le faire Fillon, par exemple. Comme c'est le faire Fillon.
pour ensuite décocher le coup de patte qu'il faut, le coup de gueule qu'il faut au moment où il faut. Donc déjà, il y a un problème de personnalité. Comme ça, les gens ont des personnalités, c'est comme ça, elle n'a pas une personnalité qui lui permet de bien gérer ces exercices-là. Mais je pense qu'il y a une raison plus profonde. Le Front National a vraiment, pour moi, démontré ses lacunes en tant qu'organisation à travers son incapacité à former, à doter d'un discours performant son candidat. Je veux dire, tu sais que moi je suis très sensible à la problématique du Frexit, à la problématique de la sortie de l'euro, à la différence sans doute de la majorité des électeurs du Front National. Moi je considère que cette problématique-là, en termes d'urgence, pas en termes d'importance dans l'absolu, mais en termes d'urgence, est en réalité plus sensible que l'immigration elle-même. Bon, je suis un peu exceptionnel à ce niveau-là, mais c'est comme ça, c'est ma sensibilité. J'ai quand même donc bien écouté ce qui se disait sur ces questions-là. Alors, tous les candidats qui étaient pro-Frexit, à l'exception d'Asselineau, qui lui de toute façon était dans son tunnel et ne s'occupait que de ça, ce qui l'a amené à faire 1%, ce qui était assez prévisible, sinon les autres, Mélenchon, Le Pen, et Dupont-Aignan aussi dans une certaine mesure, on a bien senti qu'ils pédalaient un moment dans la semoule parce qu'ils ne savaient pas comment rassurer les vieux, pour dire les choses brutalement, tout en disant ce qu'ils avaient à dire sur le... Bon. Mais le pédalage dans la semoule de Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle, sur cette question-là, il est allé au-delà de la simple danse du ventre. Oui, de la valse hésitation. Ouais. Voilà. C'était carrément révélateur pour moi du fait que le Front National a une profonde fracture interne sur cette question-là, et que quelque part, à mon avis, il y a dû y avoir des influences contradictoires qui sont exercées. Voilà. Et cette question-là n'avait pas été traitée en amont, n'avait pas été réglée en amont. Je pense que ça leur a coûté très cher. Moi, si j'étais à leur place, l'une des conclusions que je tirerais de cet exercice, moi je suis personne, je suis qu'un électeur, moi, je donne mon point de vue d'électeur qui observe les choses de l'extérieur, qui ne milite pas, qui n'a aucune envie de militer. Mais si j'étais à leur place, l'une des conclusions que j'en tirerais, c'est à un certain moment, il va falloir qu'on soit clair, qu'on soit net. On ne peut pas rester dans le flou, dans le blabla. Il faut avoir un vrai projet solide et sur lequel on est d'accord. Et si on ne peut pas être d'accord, il faut se couper en deux. Il faut tirer les conclusions qui s'imposent. En fait, paradoxalement, je pense que le débat avait été tranché par Dupont-Aignan. Je m'explique. Quand il proposait ce basculement donc, de l'abandon de la monnaie unique pour arriver à la monnaie commune, donc en fait on partait sur une négociation de 6 mois à 1 an avec les partenaires européens. Ensuite on passait par la case référendum, et dans ce référendum il était proposé ceci: est-ce que les accords, enfin les arrangements que nous avons trouvés avec nos partenaires vous conviennent, et dans ce cas nous restons dans l'Union européenne avec cette nouvelle architecture, cette nouvelle fondation, en ayant un basculement donc de la monnaie unique vers la monnaie commune. Si ça ne vous convient pas, nous déclenchons l'article 50, le Frexit. Et en fait, je pense que le choix qui avait été proposé par Dupont-Aignan était celui-là, mais il a été très mal explicité et très mal défendu. Sûrement pour les raisons que tu viens de dire. Une seule personne a bien réussi à expliquer quel était le petit basculement. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit vraiment un basculement, mais l'aménagement qui avait été apporté par DLF, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle a réussi, je me souviens une fois, je me dis, voilà, elle a su parfaitement expliqué et explicité cette position. Mais effectivement, à de nombreuses reprises, j'ai vu des propos complètement contradictoires sur le sujet. Et qui s'expliquent effectivement par cette fracture au sein du FN sur cette question. C'est-à-dire que certains ont fait certainement exprès de mal comprendre, ou ont feint d'avoir mal compris. Je crois. D'ailleurs, dans les deux sens. Pour ceux qui veulent totalement se débarrasser de l'euro, comme ceux qui veulent le garder absolument. Je pense qu'à un certain moment, si tu veux, pour moi, quand on court de lièvre, on rate les deux, quoi. Donc à force de courir derrière l'électorat de Fillon et derrière l'électorat de Mélenchon, ils en ont attrapé aucun des deux. Aucun des deux, ouais. Et c'est là que il faut qu'ils trouvent soit ils font un choix clair et net,
qui est effectivement, pourquoi pas, la ligne suggérée par des gens comme Ménard ou comme... celle de l'Union des droites. Voilà, donc à ce moment-là, ils renoncent au Frexit, ils renoncent à la question de la souveraineté, ils deviennent le flotteur, on va dire... droit. Ethniciste. Ouais, voilà, ethniciste. Ethniciste, une droite d'affaires, bon, c'est un choix. Ils ont Éric Zemmour comme candidat à la présidentielle. Ce qui n'est pas tout à fait exact, en fait, même. Parce que Zemmour, au fond de lui, est opposé à l'euro aussi. Ce qu'il dit, il dit que pour lui, il aurait fallu mettre les questions d'identité avant les questions de souveraineté pour cette élection. Ouais. Un débat qui peut effectivement se discuter avec. En fait, pour moi, il faut marcher de concert. Surtout, tu peux pas tellement zapper la question. C'est-à-dire que quand tu es un candidat à la présidentielle et qu'on te pose des questions sur ta ligne économique, tu peux pas dire « Ah non, ça on en parlera après, moi je préfère mettre les questions d'identité. » C'est pas faisable. Ça marche. C'est pas faisable. Enfin bon, peu importe. Voilà. Soit c'est cette ligne-là, soit c'est la ligne de Philippot. Mais il faut vraiment, pour moi honnêtement, ou bien il trouve un dépassement de cette contradiction, mais je vois pas trop lequel, ou bien il faudra qu'ils choisissent, et s'ils peuvent pas choisir, il faudra qu'ils se coupent en deux. Parce que sinon, à mon avis, moi je donne encore une fois que mon avis d'électeur, ils n'iront nulle part. Et ils continueront à reproduire ce qui s'est passé au niveau des reports. Voilà les reports que Ipsos, alors là c'est pas Steria, l'étude du second tour que j'ai pris c'est Ipsos, voilà les reports de voix que Ipsos a identifiés. Les électeurs de Fillon, bon il y en a quand même 20% qui sont allés chez Marine Le Pen, mais il y en a 48% qui sont allés chez Emmanuel Macron. Le reste se répartissant entre blanc, nul et abstention. Les 20% de chez Fillon, c'est... d'électeurs fillonistes qui ont voté pour elle, c'est bon... les gens de la Maïf pour tous, de Sens commun, certainement une bonne partie d'entre eux. Une partie de cet électorat de droite qui refusait de se taper 50+ de hollandisme, au carré. Parce que pour beaucoup de gens de droite, légitimement d'ailleurs, Macron est vu comme héritier de Hollande. Enfin, d'ailleurs, si on enlève le masque de Macron, à certains égards, on voit aussi le visage de Hollande. Pas que d'ailleurs, pas uniquement, mais on le voit aussi. Donc parmi ces 20%-là, je pense qu'on trouve tout cela. Et puis pour ceux qui ont voté Macron, tout simplement, c'est ces gens pour lesquels les valeurs qui comptent vraiment sont les valeurs boursières. Oui. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a que 20% des électeurs de Fillon qui ont été récupérés par Marine Le Pen. Chez Mélenchon, c'est encore pire. 52% a voté pour Macron. 7% seulement, apparemment, s'est porté sur Marine Le Pen. Alors qu'il y a, chez Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la structure des électorats, vous voyez des petits employés. Une structure d'électorat qui est quand même plus proche de celle de Marine Le Pen à la base. Donc là, je pense qu'il y a quand même de vraies questions à se poser. Quand on rafle 20% seulement de la cible la plus facile, et 7% seulement de la cible qui était un peu plus difficile, pour moi, ce que ça veut dire, c'est quand on court deux lièvres, on rate les deux. Voilà. Pour la cible un peu plus compliquée, il y a un élément là qui n'est pas entre les mains du Front National. Je pense que ça s'explique aussi par tout simplement un phénomène, le conditionnement antifasciste d'opérette, évidemment, le conditionnement antifasciste d'opérette chez une partie de l'électorat de Mélenchon est plus fort que le réflexe anticapitaliste. Je pense que le problème du Front National aussi, si tu veux, c'est que ils ont dans leur staff un certain nombre de gens qui sont des repoussoirs pour cet électorat mélenchoniste. Pour un mélenchoniste, aller voter pour une candidate qui a dans son environnement proche un mec comme Nicolas Bay, c'est très difficile. Un mec comme Gilbert Collard, avec en arrière-plan derrière Ménard, même s'il n'est pas à proprement parler dans la boutique, mais il est à proximité. C'est sûr que pour le mélenchoniste de base, voter Ménard, laisse tomber. Oui, ces gens ont leur pudeur de midinette, c'est certain, mais et malheureusement, ces pudeurs de midinette sont des verrous psychologiques. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les fameux verrous psychologiques. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ces gens ont voté quand même
pour Emmanuel Macron, qui leur promet une loi El Khomri au carré. Ah oui, ça c'est quand même fabuleux, qui leur promet une loi El Khomri au carré. Il leur annonce même qu'il va passer pour sa réforme du Code du travail par des ordonnances pendant l'été. La plupart des électeurs de Mélenchon sont quand même très opposés à un alignement inconditionnel sur l'OTAN. Et là, ils ont voté pour un homme qui reçoit le soutien de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, va prendre ses ordres avant la présidentielle à Berlin. Donc en gros, on comprend très bien que c'est la ligne, on va dire, Merkel-Schäuble qui sera adoptée sur le plan économique. Qui sera adoptée sur le plan économique par Emmanuel Macron. Oui. Et donc ces gens-là ont été votés. Donc les électeurs mélenchoniens ont été votés pour cet homme qui leur promet tout ça et bien pire encore, la dégressivité des indemnités chômage, la suppression continue des postes dans la fonction publique d'État notamment, à hauteur de plusieurs centaines de milliers, des privatisations qui vont continuer, notamment dans certains secteurs stratégiques. Donc, en bref, c'est le moment d'investir dans les boîtes qui fabriquent de la pommade pour les hémorroïdes, parce que ils vont avoir de la clientèle. Hein. Oh putain. Les 52% de mélenchonistes qui sont allés voter Macron. Même commentaire d'ailleurs, parce que je pense que ça doit se trouver. Des gens qui ont défilé à juste titre contre la loi Taubira et qui ont voté Macron parce qu'ils se refusent à voter Front National, ces gens auront notamment la PMA et ils auront aussi la GPA, puisque Macron a déclaré qu'à titre personnel il était opposé à la gestation pour autrui, mais qu'il reconnaîtrait à l'état civil les enfants nés de GPA à l'étranger. Donc, conclusion. Voilà. Donc le droitard et le gauchias vont tous les deux se faire mettre. Eh oui. Et ça sera notre revanche. Ouais, ça sera notre revanche. Ouais. Enfin bon, c'est une petite revanche parce que... Oh, c'est rigolo quand même. Oui, c'est rigolo, mais disons que ces choses-là, on va les prendre aussi dans la gueule. Oui, mais on pourra toujours se dire que... Qu'on n'y a pas participé. On n'a pas voté pour, alors qu'eux, en plus, ils ont voté pour. Ah oui, alors... petite précision pour ceux qui écoutent cette vidéo, et si par hasard certains d'entre eux ont voté Emmanuel Macron, alors épargnez-nous d'ici 6 mois on n'a pas voté pour ça. Vous avez voté pour ça. Vous avez voté pour ça. Eh oui. Bon. Voilà. Sinon, on peut remarquer dans les reports un détail assez croustillant. Donc, comme je vous disais, je pense qu'il y a une bonne partie de l'électorat Dupont-Aignan qui n'était pas vraiment Dupont-Aignan. Ça se voit puisque Dupont-Aignan a appelé à voter Marine Le Pen, il a fait campagne avec elle. D'après Ipsos, il n'y a que 30% des électeurs de Dupont-Aignan au premier tour qui se sont reportés sur Marine Le Pen au deuxième tour. Ne cherchez pas la cohérence, si on n'a pas... Les gens votent n'importe quoi. C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver. Et là, je pense aussi que malheureusement, il y a aussi une raison, malgré tout chez certains d'entre eux, parmi cet électorat gaulliste de Dupont-Aignan, je ne parle pas des fillonistes qui se sont reportés sur Dupont-Aignan un peu par dépit, après les affaires en cascade qui ont émaillé la campagne de Fillon. Non, je parle de ce socle qu'il a d'électeurs réguliers qui ont encore à l'esprit le Front National a été fondé notamment par des gens de l'OS qui voulaient tuer le général. Moi, en tant que gaulliste, jamais je ne me lierai à ces gens-là. Ce que ces gens oublient, c'est que De Gaulle, quand il est parti à Londres, autour de lui, il avait des gens de la cagoule, de l'Action française, et évidemment des juifs. D'ailleurs, c'était sa fameuse formule, autour de moi à Londres, j'ai eu la cagoule et la synagogue. Voilà. Donc ces gens ne veulent retenir que l'épisode algérien, et ils oublient celui de 40. C'est sûr que c'est assez fatigant. Je suis rencontré en sens contraire des... Oui, je ne veux pas m'allier avec les gaullistes. Bicos 62. Voilà. Oui. Putain, les mecs, j'ai envie de leur dire, mais putain, je suis... Vous en êtes encore là? Vous croyez qu'on a le temps? Je suis né en 68, toi t'es né quand? En 81 ça... 81, oui. Ouais, c'est ça. Donc... C'est là qu'on a envie de leur dire. Vraiment, vous croyez qu'on a le temps pour ce genre de choses aujourd'hui?
Bon. Ok. Enfin, sinon, j'ai aussi une petite remarque intéressante à faire. Donc, sur le deuxième tour, voilà la répartition par sexe et par âge. Alors, je vous passe les répartitions par classe sociale, par niveau de revenu. Elles ne font que confirmer les tendances détectées au premier tour. Mais c'est intéressant de voir au niveau de ce qui se passe dans la répartition par sexe et par âge. Donc, si on imagine une France où seuls les hommes voteraient, Marine Le Pen aurait fait 38%, alors qu'elle a fait 35%. Et une femme où seules les femmes voteraient, Emmanuel Macron aurait fait 68%, alors qu'il a fait 65%. Des choses comme ça. Deuxième constat, dans la tranche 25-49 ans, Marine Le Pen est au-dessus de 40%. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous intéressez à la population qui est susceptible de participer au débat, si on passe d'un débat à coup de bulletin dans les urnes à un débat dans la rue, le rapport de force est très différent de ce qui se passe dans les urnes. C'est-à-dire que dans les urnes, avec 74% des plus de 60 ans qui votent Emmanuel Macron est triomphateur. Mais dans un contexte où les choses se passent dans la rue, quand les choses se passent dans la rue, les plus de 60 ans, ils restent chez eux. Ils n'existent pas. Hein. Et les femmes pèsent moins lourd que les hommes dans ces cas-là, hein, il faut bien le dire. Hein. Eh bien, là, le rapport de force n'est pas le même. Une petite remarque en passant, comme ça. Incidente. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer, toute cette affaire, mais éventuellement, cette petite remarque pourrait, dans les années qui viennent, selon la façon dont les choses tournent, devenir quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Bon, on a fini avec mes petites ardoises. Oui, un petit commentaire sur les plus de 65 ans. Peut-être que certains suivent ta chaîne. Donc je peux me douter que ceux qui suivent ta chaîne ne sont pas forcément ceux qui votent Macron ou Fillon. Ah non, c'est les 26% qui n'ont pas voté Macron. Mais si jamais vous avez des amis de plus de 65 ans qui ne suivent pas la chaîne de Michel et qui votent Macron, peut-être montrez-leur cette vidéo. Ça va pas leur faire plaisir. Mais il faudrait quand même que ces gens se rappellent qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants pour certains d'entre eux. Et que peut-être ces enfants, ces petits-enfants et ces arrière-petits-enfants ne sont pas uniquement obsédés par leur épargne, leur dépôt bancaire, et ces enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, eux ont peur de voir un code du travail démantibulé et de subir l'arrivée de plusieurs millions de migrants sur le sol européen. Parce que je rappelle quand même que Delevoye, qui est un des principaux, qui fait partie des principaux conseillers de Macron, a déclaré en 2014 que l'Union européenne avait besoin de 50 millions de migrants dans les prochaines années. Voilà. Donc, essayez de penser un peu moins égoïstement et de vous dire que vous avez des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et pensez à ce qui pourrait leur arriver d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. Et puisque vous avez uniquement peur aujourd'hui pour votre compte épargne et vos dépôts bancaires, si on reste dans l'euro tel qu'il est aujourd'hui, de toute façon, il implosera ou s'effondrera, et il y a une loi formidable qui s'appelle la loi Sapin 2, qui viendra prélever directement vos dépôts bancaires, vous allez vous faire chypriotiser vos comptes bancaires. Donc même s'il n'y a que ça qui vous intéresse, vous l'aurez quand même dans l'os, si la situation reste comme elle est aujourd'hui. Très probable. Voilà. Et vous pourrez d'ailleurs remercier 2 commissaires européens qui sont à l'origine de cette belle saloperie, qui s'appellent Barnier et Herzog. Voilà. Sur ce... je pense qu'on a tout dit. Hein. Et puis, je dois, comme d'habitude, vous préciser qu'est-ce que je vais faire après. Donc, le prochain livre que je vais présenter, ça sera Dysgénisme de M. Richard Lynn. C'est dans le cadre de ma série de notes de lecture pour préparer une prise de position sur la question du racisme anti-blanc. Et puis ensuite, on fera... dans le cadre de la série de notes de lecture
Sur Daesh, on essaiera de commencer à répondre à la grande question qui est quel est le niveau réel de dangerosité de Daesh sur le sol européen. Et on s'intéressera à un livre d'un monsieur qui s'appelle Alexandre Mindel, préface de Thibaut de Montbrial, donc on voit bien de quelle tendance il s'agit. Bien entendu, je lirai les choses en tenant compte du fait qu'elles viennent d'une certaine tendance. La France djihadiste. En ce moment, à 15 minutes de chez vous, précise l'éditeur Ring, qui est toujours un petit peu racoleur, il faut bien le dire, mais qui publie des documents. Les enquêtes sont excellentes. Intéressants. Voilà, et je vous dis donc, moi aussi, à bientôt.